la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, Kinshasa, ville de braquage. Depuis quelques jours, quelques cas isolés ont été enregistrés. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez-Mons, a tenu une réunion de sécurité. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Une enquête sur l'impact de la croissance sur le ménage de Congolais va bientôt publier ses résultats. C'est une demande du gouvernement lancée au cours de la réunion de la Troïka politique de ce mardi, réunion présidée par le vice-premier ministre du Budget, Daniel Mukoko-Samba. Les bâtiments qui poussent à Kinshasa et un peu partout sur le territoire national. Un boom immobilier qui crée sans doute des emplois locaux. Sur les routes, le nombre de véhicules ne cesse de s'accroître. Voilà quelques indices capables d'affirmer la croissance en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le gouvernement de la République veut aller dans les détails du panier de la ménagère pour vérifier comment différentes classes de la population avec des pouvoirs d'achat différents subissent-elles cette positivité de l'action gouvernementale. C'est un des points tirés par le comité technique d'évaluation des suivis et réformes, le CETER, dans les recommandations de la Troïka politique. Le plus important, ce n'est pas de faire 7% en une année, mais de faire 7%, 8%, 9%, 10% sur une longue période et progressivement avec de bonnes politiques qui vise à mieux distribuer le fruit de cette croissance, progressivement, on va faire reculer la pauvreté. Cette réunion hebdomadaire, présidée ce mardi par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko-Samba, aux côtés de Roger Chulungu, vice-ministre des Finances, a aussi amorcé les discussions sur la note autonome du gouvernement. Je l'ai dit à l'instant, la sécurité des Kinois est-elle menacée? En tout cas, quelques cas de braquage viennent d'être enregistrés, ça et là, dans la capitale. À ces sujets, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a réuni autour de lui les services de sécurité. Cette réunion de sécurité a regroupé autour du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej, les gouverneurs de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur, les généraux et commandants des grandes unités de la police nationale congolaise. Sur la table, la question des banditismes urbains, vols, braquages et les phénomènes Kuluna. Des mesures conséquentes ont été prises par les patrons de la territoriale pour traquer ces inciviques et juguler ces actes tant décriés par la population. La sécurité des personnes et de leurs biens en dépend. D'autre part, les gouvernements de la République, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient de doter en équipement de bureaux les 3 secrétariats généraux, à savoir à la décentralisation, aux relations avec les partis politiques et aux affaires coutumières rattachés à ces ministères. Ces équipements constitués essentiellement des meubles de bureaux, chaises, tables de bureaux, armoires et autres biens de valeur ont été remis aux bénéficiaires par le ministre de l'Intérieur. Richard Muyej-Manguez-Mons a donné à cette occasion des instructions claires et précises. Quand le gouvernement consent de tels sacrifices pour améliorer les conditions de travail, il faut qu'on les sente à travers les résultats. Il faut que ça change. Et c'est ce changement-là que nous allons intégrer dans cet élan fort que nous appelons la révolution de la modernité. La zone économique spéciale de Maluku prend de plus en plus forme. Les études environnementales, le coût financier de l'expropriation des occupants, encore sur le site, des points abordés au cours de la réunion du comité de pilotage. Précision avec Luidor Balekelai. Pour la deuxième fois consécutive, l'hôtel Sultani a été le sanctuaire des travaux du comité de pilotage du projet de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Ce mardi 5 février 2013, c'était la première réunion de l'année présidée par le ministre de l'Industrie, Rémi Musunga Ibampale, en présence du ministre des Affaires foncières, des délégués des ministères des Ressources hydrauliques, de l'Environnement et de l'Économie, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et des délégués de la présidence, de la primature, ainsi que les experts du groupe de la Banque mondiale.
La restitution du cadre d'exécution de la zone économique spéciale pilote de Maluku était au centre de cette rencontre, a dit le ministre de l'Industrie, avant des échanges entre participants. Pour rappel, après la signature du décret créant la zone économique spéciale le 16 juillet 2012, l'obtention de son certificat d'enregistrement, la validation du plan d'aménagement et le schéma directeur et la présentation au Sénat du projet de loi portant régime des zones économiques spéciales, l'heure est à la conjugaison des efforts pour la réalisation de ce projet sur un site où certains occupants seront expropriés mais indemnisés au nom du principe d'utilité publique, a dit le ministre des Affaires foncières Robert Mbouinga. Pour le coordonnateur de la cellule d'appui aux zones économiques spéciales, ce projet présente beaucoup d'avantages pour les opérateurs économiques au regard des atouts que présente le site de Maluku, de par son essence propice à l'industrialisation. Ce projet devrait créer 7000 emplois et son coût global s'élève à 120 millions de dollars. Plusieurs investisseurs étrangers acceptent de financer différents projets dans les secteurs de l'énergie en République démocratique du Congo. Ils ont manifesté ce désir de soutenir l'action gouvernementale au cours d'une séance de travail tenue au ministère des Ressources hydrauliques Odilo Kayuma. Bailleurs de fonds, responsables de la SNEL et experts du ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont échangé sur la possibilité de financer plusieurs projets. Cela dans le but d'exploiter l'immense potentiel hydroélectrique que regorge la République démocratique du Congo, estimé à 1000 MW, dont 440 MW résident au seul site d'Inga, au Bas-Congo. Pour mieux canaliser l'apport des investisseurs étrangers, la SNEL a présenté divers projets à court et long terme en attente des financements. Projets liés à la construction des nouvelles centrales hydroélectriques et à la modernisation des installations existantes dans les différentes provinces. Objectif, doubler les taux de desserte en électricité, aujourd'hui faible de 9%, afin d'offrir au peuple congolais l'énergie électrique de qualité et bon marché. Pour l'administrateur de la SNEL, Eric Mbala, l'appel est donc lancé aux investisseurs. Nous souhaitons donc que nous puissions lancer les bases d'un partenaire riche et qui pourra voir le jour tout de suite parce que les besoins sont énormes. Vous avez entendu hier que si nous voulons doubler les taux de desserte qui est de 9% aujourd'hui, il nous faut 8 milliards de dollars. Le président de l'Agence de développement des entreprises en Afrique a apprécié la collaboration des autorités congolaises. Abdoulaye Kanté a invité les sociétés de son organisation à financer les programmes du gouvernement congolais pour que les déficits énergétiques constatés en République démocratique du Congo soient complètement résorbés. Vous l'avez noté, le taux de desserte en eau et en électricité est trop faible en République démocratique du Congo. C'est connu déjà dans les secteurs publics parce que des statistiques ont été publiées. Il n'y a pas très longtemps, les privés aussi ont fait le même exercice par l'entremise du Renosec. Joël Ungenza. Sa conférence de presse de ce mardi 5 février, le réseau national des ONG des droits de l'homme, RENADOC, s'est longuement attardé sur la qualité de la fourniture d'eau et d'électricité. Le rapport du RENADOC fait état d'un faible pourcentage de la population congolaise qui a accès à l'eau potable et à l'électricité. Délestage, coupures intempestives et pénurie d'eau accompagnent la réalité. L'enjeu pour la RDC consiste donc à parvenir à mobiliser ces immenses ressources en eau et en électricité pour les offrir à la population. Le RENADOC s'engage à mettre sur pied une commission d'enquête de la société civile congolaise qui devra étudier minutieusement les causes profondes de la contre-performance de la fourniture d'eau et d'électricité. Parmi les recommandations, le RENADOC demande que des dispositions nécessaires soient prises pour améliorer la desserte en eau et en électricité. On ne cessera jamais de le répéter, l'exercice du petit commerce est une exclusivité réservée aux nationaux. Message du ministre provincial de l'économie du Katanga aux expatriés qu'il a réunis dans son bureau. Les nationaux de Kinshasa ont échangé avec le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoya Tobagebole, autour des mesures incitatives liées à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo à travers l'application de l'exclusivité du petit commerce réservé aux nationaux. Une volonté saluée par ces élus du peuple. L'exercice des petits commerces, nous avons décidé au niveau du Parlement que ce soit exercé par les Congolais et que le ministre a pris cette décision courageuse qui date depuis très longtemps
pour que le petit commerce revienne aux Congolais. Au-delà de la série de descentes sur terrain, ces députés nationaux ont proposé au ministre Nemoyato l'élargissement du contrôle économique dans toutes les filières et secteurs du petit commerce ainsi que le strict respect de cette loi par tous. C'est nous qui votons des lois et nous devons réellement respecter les lois. C'est parce que vous savez très bien qu'il y avait un arrêté qui a été mis sur pied. C'est-à-dire là où on dit le petit commerce et le commerce en détail aux Congolais. Réservé exclusivement aux Congolais. Au sortir de cet entretien, ces élus du peuple se sont engagés à sensibiliser la population sur ces différentes mesures pendant cette période de vacances parlementaires. Nous sommes en vacances, on doit expliquer à nos électeurs comment les choses doivent se passer. Donc, si les Chinois importent, je ne sais pas, des rouleaux d'épargne, oui, les grossistes, ils doivent vendre en gros. Eh bien, ici, sur place, les Congolais vont acheter chez les Chinois et vont vendre en détail. Nous sommes dans le secteur de l'économie, mais plutôt sur le plan national. Retournons maintenant au Katanga pour voir ces images des échanges que le ministre provincial a eus avec les expatriés qui exercent le commerce dans la capitale cuprifère. Cette rencontre de mise au point initiée par le ministre provincial de Finances, Économie et Commerce. Les opérateurs économiques katangais et expatriés ont été sensibilisés sur les mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et commerce de détail tels que repris dans le décret numéro 011/37 du 11 octobre 2011. Christian Wando Simba a rappelé par la même occasion que le délai accordé aux étrangers œuvrant dans ce secteur pour changer de cap est largement dépassé. Par conséquent, le dit décret sort ses effets dès le mois de février 2013. Les étrangers n'exercent que le commerce de gros et de demi-gros. Les définitions de commerce de gros et de demi-gros sont fixées par l'arrêté du ministre national, l'arrêté du 12 octobre dont je vous ai parlé. Nous pourrons toujours vous procurer des copies de cet arrêté. Cependant, dans l'exercice de ce commerce de détail qui est réservé essentiellement aux nationaux, le gouvernement a donné quelques exceptions. Des exceptions pour lesquelles les expatriés peuvent exercer le commerce de détail. Il s'agit des stations-service, des supermarchés, de la quincaillerie, de la restauration, des pièces de rechange, de distribution des électroménagers, du transport terrestre, fluvial ou aérien, de l'habillement de luxe, des officines pharmaceutiques et des véhicules neufs. Le Fax, c'est un journal paraissant à Kinshasa. Il vient d'être frappé par une suspension. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le président du CESAC, M. l'abbé Jean Bousquebala. Bonsoir. Bonsoir, Madame Françoise. Alors, qu'est-ce qui motive cette décision? Que reprochez-vous à ce journal? Eh bien, comme nous ne cessons de le dire toujours, l'exercice de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, doit s'accompagner d'une certaine responsabilité. Et vous le savez, l'autre jour, lorsque le président de la République a reçu tous les patrons de presse, sur notre demande d'ailleurs, il avait exhorté notre presse à devenir une presse responsable, une presse patriote, mais aussi une presse qui donne une information juste et vraie et qui s'éloigne de ces pratiques d'un autre temps où l'on vient insulter les gens et manquer de respect envers les institutions. Et bien voilà, pendant qu'on en parlait, nous nous sommes saisis d'office, le bureau s'est saisi d'office d'un cas très grave. Un monsieur s'est permis d'écrire noir sur blanc sur un journal des insultes ignominieuse et odieuse contre le président de la République. Le chef de l'État est une institution. Cela est connu, c'est inscrit dans notre déontologie, c'est inscrit dans la loi. On ne peut pas s'attaquer à la personne du président de la République. Il a traité de tous les noms et donc le bureau du Conseil ne pouvait que se saisir. Si vous me permettez, je vais lire l'acte et vous donner la quintessence donc, de la décision que le bureau du Conseil a pris. Acte du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, numéro CESAC, barre B, barre 154, barre 2013, du 5 février 2013, portant suspension du journal Le Fax.
Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, siégeant le 5 février 2013, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 23, 24 et 212, vu la loi organique, je vous passe toutes ces motivations, notamment les articles 4.11, le règlement intérieur du Conseil supérieur, attendu que le journal Le Fax a publié dans son édition numéro 105, datée du 31 janvier 2013, à la page 2, sous la plume de Raymond Kabala, un article intitulé « Révélation troublante sur la rencontre Joseph Kabila-Denis Sassou Nguesso contenant des imputations dommageables et allégations aussi légères qu'ignominieuses sur la personne du chef de l'État. Attendu que ces écrits sont de nature à porter atteinte à la dignité humaine et à l'autorité publique, attendu que cette violation flagrante des lois de la République, des règles d'éthique et de déontologie du journaliste congolais mérite d'être stoppée en attendant l'épuisement de la procédure légale engagée quant à ceux, attendu qu'une invitation en bonne et due forme est adressée à l'éditeur-directeur du journal susmentionné pour présentation de ses moyens de défense, vu la nécessité et l'urgence, décide à titre conservatoire, article 1er, est suspendu en application de l'article 63 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011, le journal Le Fax. Article 2. Le procureur général de la République est prié de concourir à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et c'est fait à Kinshasa le 5 février 2013 pour le bureau du CESAC. Madame Chantal Kanimbo, rapporteur, Abbé Jean Bosco Bahala, président. Donc, si je comprends bien, c'est une mesure transitoire, le temps que le moyen de défense soit présenté. Mesure conservatoire qui sera donc confirmée ou infirmée par l'Assemblée plénière. C'est comme ça que nous fonctionnons lorsque nous allons la réunir dans les 48 heures, parce que c'est là la loi. Mais au-delà de cela, Madame Françoise, oui, je voudrais que notre presse comprenne que notre peuple a besoin d'autre chose que de ces trivialités dont on sert chaque jour l'opinion. Nous avons besoin d'une presse qui informe, d'une presse qui forme, d'une presse également qui devient responsable, surtout en ce moment où nous sommes en train de parler de mobilisation générale pour la cohésion nationale. Ce n'est donc pas en ce moment que les gens, si nous sommes sévères, je sais que certains vont commencer à dire, voilà, le CESAC monte sur ses grands chevaux, encore une fois, pour sanctionner seulement. Mais nous voulons que cette presse-là, il faut que cette presse vienne à nous, parce que nous sommes en train d'étudier ensemble les moyens d'obtenir une aide conséquente à la presse pour qu'elle puisse fonctionner. Alors ce n'est pas le moment de commencer à raconter n'importe quoi, à insulter le Premier ministre à longueur de page. Il faut l'aider, il faut faire la critique, mais il faut arrêter avec cette mentalité et ces moutons noirs doivent quitter notre presse. Merci, Monsieur le Président, d'être passé sur ce plateau. 39 ans des services de la qualité et du contrôle de conformité, c'est l'âge et la mission de l'OCC. Aujourd'hui, cet office vient de renforcer les capacités de certains de ses OPJ. Cet élément vous sera proposé en page magazine à la fin de ce journal par Angèle Mabiala. Mais avant cela, voici ce reportage. 27 agents et cadres de l'agence de l'OCC Lukala ont prêté serment le vendredi 1er février 2013 devant le procureur près le parquet des grandes instances du Mbanza-Ngungu en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes en ces termes. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Avec cette formation, ces heureux récipiendaires sont désormais capables d'établir un procès verbal et de réprimer les infractions concernant l'import-export des marchandises aux frontières. Une attention particulière a été attirée à leur intention quant au détournement des objets saisis, à la tentative de corruption et à la mise en circulation délibérée de marchandises déclarées impropres. Cette mise en garde ressort de l'article 38 du décret du 3 décembre 2009 qui stipule que le personnel de l'office commis à l'exploitation revêtu de la qualité d'OPJ a droit de consigner tout produit et marchandise jugé impropre à la consommation tout en proposant au procureur de la République leur refoulement ou destruction. À nos officiers de police judiciaire, pour ces raisons, on fasse de deux feux, trahison interdite. Nul n'est au-dessus de la loi.
Le procureur général de la République près la cour d'appel de Matadi a pour sa part recommandé aux nouveaux OPJ à l'honneur de redoubler la vigilance pour assurer la protection des vies humaines contre les marchandises avariées. Le vice-gouverneur du Bas-Congo s'est dit favorable à ce que l'OCC compte sur l'exécutif provincial pour mener à bien sa mission, car la santé reste et restera au centre de toute activité humaine. Nous avons le devoir, nous en tant qu'État, de pouvoir encourager, accompagner et encadrer ce genre d'initiatives. Rappelons que le directeur général de l'OCC, Albert Kastungu, s'est fait inviter pendant la formation pour encourager les séminaristes à suivre les modules avec beaucoup d'attention et d'assiduité pour l'intérêt de l'entreprise et de la population. L'aide-mémoire de la revue de la performance du programme national de lutte contre le paludisme vient d'être signée par le ministre de la Santé. Découvrons son utilité dans ce reportage de Virginie Lofembe. Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a présidé la cérémonie de la signature de l'aide-mémoire de la revue de performance du programme national de lutte contre le paludisme en RDC ce 5 février 2013 au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa dans la commune de La Gombe. Après le mot de bienvenue prononcé par le directeur adjoint du PNLP, le coordonnateur de la revue, le Dr Émile Okitolondo Wemankoy, a rappelé à l'Assemblée le but de la revue de performance. La revue du programme de paludisme n'est pas un outil financier. Il vise essentiellement à évaluer l'efficacité et l'efficience des stratégies adoptées ainsi que les activités menées avec comme finalité de renforcer les programmes et les systèmes qui servent à exécuter ces interventions. Quant au représentant de l'OMS en RDC, le Dr Léo Degal Bazira, a lancé un appel vibrant à toutes les parties prenantes à soutenir le programme de lutte contre le paludisme. La RDC occupe la 2e place des pays les plus touchés par le paludisme après le Nigeria. Le Dr Félix Kabange Numbi a relevé l'importance de la signature de l'aide-mémoire parce que le paludisme constitue une grande cause de souffrance humaine et un lourd fardeau économique en RDC. Il est important de mettre les bouchées doubles pour lutter efficacement contre ce fléau. Je suis d'autant plus satisfait que cette revue de performance a effectivement permis d'informer les opérateurs, les partenaires techniques et financiers, les acteurs et décideurs du secteur de la santé, des réalisations ainsi que des insuffisances du programme afin de bien justifier le choix des mesures correctives, des options d'action ou de méthodologie et des interventions proposées. En nouvelle maintenant, le village Ibambi est en fait précisément dans le territoire de Wamba. C'est là que se trouve en ce moment Geneviève Inagosi Bouloka Songo, ministre du genre, de la famille et de l'enfant. Dans sa gibecière, un lot important de médicaments et des tôles pour ces populations, des matériels qui sont destinés à la construction des écoles et aux zones de santé de cette partie du pays. Un défilé a été organisé en l'honneur de la ministre pour dire merci au président de la République, Joseph Kabila Kabange, au Premier ministre, pour l'avoir nommé au poste de ministre de genre, famille et de l'enfant. Une dépêche de notre consoeur Lopez Kakuba depuis Ibambi à Wamba dans la province orientale. C'est une promesse du chef de l'État qui vient de se concrétiser en faveur des populations d'Opala. Leur hôpital général de référence vient d'acquérir un nouvel appareil de radiologie mobile, un don qui va être acheminé sur place par un élu du coin, honorable Ayamo. Public, le docteur Félix Kabange Numbi vient de remettre à l'honorable député national élu du territoire d'Opala dans le district de la Chopo, en province orientale, un appareil de radiographie mobile don du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Avant d'adjoindre à ce don une lampe cialytique de 4 ampoules pour le bloc opératoire de l'hôpital général de référence d'Opala, Félix Kabange Numbi s'est exprimé en ces termes. Comme vous avez manifesté le désir de pouvoir transporter jusqu'à Opala pour que l'hôpital général d'Opala soit doté d'une radiographie, nous vous remettons officiellement cette radiographie pour que ça serve pour la population d'Opala.
L'honorable Ayoma Alifé Jeanne a remercié le chef de l'État au nom de la population d'Opala qu'elle représente au sein de l'Assemblée nationale. Elle a promis d'acheminer l'appareil radiographie et la lampe cialytique à bon port. C'est l'émotion parce que c'est la première fois que le territoire d'Opala reçoit quelque chose comme ça, officiellement. Je remercie le chef de l'État, vraiment. Et ça tombe bien comme maintenant ils sont en train de réhabiliter l'hôpital général d'Opala. Alors je vais transporter ça. Que se passe-t-il sur la nationale numéro 1 tronçon Lubu-Dingomba? Le ministre des ITPR, Fridolin Kaswechi, a dépêché une équipe de ses experts sur les lieux. Il n'est pas facile d'atteindre le territoire de Lubudi par route. Pour cause, ce tronçon routier de la nationale numéro 1 dans les Katanga est parsemé de nids de poules, de bourbiers, de bus, de truites et autres flaques d'eau. La plupart des ponts sur le trajet Ngouba-Lubudi, long de 146 km, datent de l'époque coloniale et se trouvent fortement endommagés. Aujourd'hui, heureusement, le gouvernement de la République a déjà débloqué des fonds pour permettre à la brigade de l'Office des routes Katanga de supprimer tous ces points chauds et de rendre praticables les tronçons Ngouba-Lubudi. Cette brigade de l'Office des routes a déjà réhabilité 80 km de routes avec les nouveaux projets de réunification de la RDC par voie routière. Cette brigade a redémarré les travaux d'élargissement de cette route à partir de Ngouba en construisant une chaussée de 7 mètres avec les accotements de 1 mètre de part et d'autre. C'est pour la consolidation de ces tronçons selon les bureaux d'études BED et les experts de l'Office des routes. Voilà qui explique la descente des conseillers du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction sur les lieux pour se rendre compte du niveau atteint par l'entreprise. Notez cependant que les 12 ponts en béton armés sur cette route sont à reconstruire sans modifier les gabarits de la route. Autre constat fait au niveau du village Koulumbi, l'écoulement d'un pont, les transporteurs empruntent une déviation de 8 km avant de retourner sur la route nationale numéro 1. Les habitants, par contre, empruntent un pont de fortune pour les passages. Notez que, en plus de la construction des ponts, il est prévu le remplacement de bus et la suppression des pentes. À certains endroits, ces travaux vont au finish, permettre à la population d'aller du Katanga au Kasaï oriental sans déployer beaucoup d'efforts. Infrastructure encore, Blaise Boko Kiasanza identifie dans son reportage quelques obstacles qui pourraient freiner la mise en application du programme de réunification routière de la RDC. Nous sommes sur la nationale numéro 1, tronçon Ngouba-Lubudi, dans la province du Katanga. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila, a débloqué des moyens financiers pour la réalisation du programme de réunification de la République démocratique du Congo par voie routière, certes, mais le grand obstacle reste la réhabilitation des ponts. Autant de ponts dont la construction date de l'époque coloniale, aujourd'hui en dégradation très avancée. Au fur et à mesure que nous avançons sur cet axe routier, on en découvre encore d'autres. C'est le cas du pont Mouvi, emporté par les eaux de pluie depuis 1998. C'est la nationale numéro 1 qui en pâtit. Encore, pour combien de temps l'Office des routes y pense déjà? Nous devons absolument maintenant jeter un autre pont ici, un pont en béton armé moderne ici. Donc je suis venu ici avec vous pour constater l'état actuel. Et nous reviendrons un jour ici pour que vous puissiez voir ce que ça va devenir. Mais en attendant, les génies créateurs des riverains trouvent momentanément une solution. Étaler les arbres en vue de permettre à la population locale de traverser cette rivière avec tous les risques que cela représente. L'ingénieur Herman Moutima rassure. Ça ne sera plus comme ça. Hein. Ça, c'est un passage obligé pour maintenant. Réhabiliter les axes routiers est une très bonne chose, notamment pour l'évacuation des produits agricoles vers les centres des négoces, mais penser à réhabiliter également les ponts serait encore mieux pour la bonne circulation des automobilistes, sinon le pire s'en suivra. Et puis, ce jumelage qui lie désormais la commune de Grosseto de l'Italie et Mongafula de la République démocratique du Congo, le contenu de cet accord dans ce reportage. Du 11 au 16 janvier 2013, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Olivier Saya, a effectué une visite de travail en Italie.
C'était dans le cadre du partenariat que les communes de Mongafula en RDC et de Grosseto en Italie veulent établir pour le développement des deux entités administratives. L'accord de ces partenariats a été signé au cours de la réception organisée par le conseil municipal de Grosseto. Dans cet accord, il est prévu la construction d'un centre transfusionnel à la pédiatrie de Kimbondo à Mongafula. Nous allons commencer par l'aide des enfants qui vont s'établir d'abord par la pédiatrie de Kimbondo qui est conduit par le père Hugo. Et cela va s'étendre par un partenariat dans le domaine du tourisme. Et c'est là pour avancer le pays vers l'avant. Nous aurons à étudier entre la commune de Mongafula et la commune de Grosseto tout ce que nous aurons à avoir comme projet. Et cela sera soumis au niveau de l'Assemblée comme vous voyez. Et l'Assemblée va décider de tout ce qu'il y aura comme avantage à tirer et du côté de la commune de Mongafula et du côté de la commune de Grosseto. D'autres projets sont concernés, notamment dans le domaine touristique. Pour rappel, la délégation italienne conduite par le maire de Grosseto, M. Emilio Bonifazi, avait effectué en juillet 2012 une visite à Kinshasa. Elle était émerveillée par le bonobos, une race rare des chimpanzés qu'on ne retrouve qu'en RDC. Au cours de cette réception, le bourgmestre de Mongafula, Olivier Saya, a remis à ses hôtes une statuette, symbole de la culture congolaise, et le drapeau, signe de notre souveraineté. Culture. Dans la mosaïque des peuples au Congo, les Tekeumbu sont comptés. Ce soir, on s'intéresse à leur histoire, leur origine, mais aussi à leurs préoccupations. Jacques Chibwabwa-Meji. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'éclate en 24 communes. Une mégapole à perte de vue que fait oublier par moments ses premiers occupants, la communauté Tekeumbu, les autochtones. Les notes d'histoire font lire que les Tekeumbu, par leur grand chef Ngaliémon, a fait à la date probable du 13 mars 1886 un pacte d'alliance avec Stanley qui obligeait ces derniers de faire du petit village aux abords du fleuve Congo une grande ville moderne et en assurer un développement intégral des autochtones, le Tekeumbu. Ces petits villages, appelés à l'époque Itambe, en Tekeumbu, finira par être appelé Kitambo, appellation francisée. Ayant offert ses veines à l'expansion, le territoire Tekeumbu sera loti au nom de la civilisation, de la modernité et du développement. Depuis Kitambo, Mombele, jusqu'au plateau des Bateke, on retrouve le peuple autochtone qui résiste. Se retrouvant à l'occasion de son 18e anniversaire pour échanger, le président général de la communauté Tekeumbu, l'honorable Jean-Paul Mambou, a rappelé les droits et la protection des autochtones. La charte des États-Unis que vous allez exploiter, voici cette charte ici. C'est les États-Unis qui a reconnu le droit des autochtones de ces pays. Il nous a reconnus. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne voulons pas reconnaître nos propres amis? Nous soyons reconnus comme les ayants droit de cette terre. Nous nous poursuivons l'entraide, l'amitié, l'entraide, c'est du social. Il s'ensuivra un discours des circonstances prononcé par le rapporteur adjoint. Était associé à la rencontre le chef coutumier de l'Équateur, de la province orientale et du Bandundu, sans oublier ceux de la ville-province de Kinshasa. Le rencontre traditionnelle ne se départisse jamais du folklore. C'est toute la fierté d'une culture. Qui de la Sokoda et de la Soneka est légitime? La question reste pendante. Pour l'heure, un comité consensuel vient d'être mis sur pied. Fini la confusion entre la Société congolaise des droits d'auteur Sokoda et la Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs Soneka. Les ministres de la Jeunesse, Culture et Arts, Banza Mukala Sungu, vient de trancher. La Sokoda reste la seule société des droits d'auteur dans notre pays. Ces messages, le ministre de la Culture et des Arts l'a transmis à l'issue d'une importante séance de travail avec les membres de la Sokoda, ensemble avec ceux de l'ancienne institution dissoute, maintenant intégrée à la Sokoda. Cette rencontre avait pour but la mise sur pied d'un comité consensuel et d'une commission pour les règlements des litiges entre la Sokoda et l'ancienne dissoute.
Le ministre Baudouin Banza-Mukala Isungu a encouragé les membres du comité ainsi mis en place avant d'inviter tous les artistes congolais d'adhérer à la SOCODA, la seule institution qui va recouvrer leurs droits d'auteur, même à l'étranger, en collaboration avec SABAM installé en Belgique. Le ministre Baudouin Banza-Mukala Isungu a rappelé à l'assistance que les mandats de 30 ans accordés à la SONECA étant révolus, il a plu à l'autorité de dissoudre cette institution et créer l'actuelle SOCODA. Mon devoir à moi, en tant que ministre de la République, c'est d'appliquer les textes, les instructions du président de la République et du gouvernement. Mon message, c'est la consolidation de la SOCODA. C'est l'encouragement de la SOCODA. C'est l'appel des artistes à adhérer à la SOCODA pour leur propre avenir. Voilà, l'affaire est tirée au clair. C'est donc la SOCODA qui a droit de citer et non plus la SONECA comme il y a quelque temps. Étonnant voyageur, c'est un lieu des rendez-vous de la littérature africaine. Un festival se tiendra du 13 au 17 février à Brazzaville. Une conférence de presse a été animée par les membres du comité d'organisation de cette grande fête africaine. En prévision de la tenue du Festival international du livre et du film Étonnant voyageur du 13 au 17 février à Brazzaville, une conférence de presse a été animée par les membres du comité d'organisation de ces festivals. L'enjeu, c'est l'opportunité de faire de Brazzaville le lieu du rendez-vous de la littérature africaine, des rencontres littéraires, films, débats, expositions, musique, ateliers et dédicaces. Pour Michel Lebris, directeur du comité d'organisation, l'Afrique va bouger à toute vitesse. Ses artistes, ses écrivains, ces poètes vont passer un moment exceptionnel dans l'histoire de la culture. Plus de 90 écrivains et artistes viendront de partout. Les films réalisés par les acteurs africains seront projetés. Les différents sites choisis pour le déroulement de ces festivals, comme le Palais du Congrès, il y aura des débats thématiques, des cafés littéraires et la projection de films. À l'Institut français, rencontres scolaires avec la présence des lycéens. La salle de banquet, l'histoire philosophique, lettres et anglais. Les quartiers où les acteurs de la vie culturelle vont se rencontrer, l'atelier Flamme Hip-Hop, l'exposition photo et reportage, sans oublier les mémorials Savorgnan des Brazza et l'ambassade d'Italie. C'est un festival qui a fait des petits de par le monde. On a décidé, avec Alain Maboukou, qui est un proche de notre équipe depuis déjà une dizaine d'années, de monter ce festival ici, à Brazzaville, pour redonner à Brazzaville un peu ses lettres de noblesse de capitale de la culture. Notons que Étonnant Voyageur, festival international de Alain Mabankou, sera retransmis intégralement par Radio France Inter. 7 pays africains se retrouvent depuis ce matin à Kinshasa avec comme mission élaborer une stratégie commune pour le financement des différents programmes par les bailleurs. Explication Rodé Panda. La République démocratique du Congo, en collaboration avec l'Union européenne, organise l'atelier annuel du réseau multipays du financement basé sur les résultats. Au cours de cette réunion, les participants venus de 7 pays africains vont réfléchir et échanger sur les acquis du financement basé sur les résultats dans le secteur de la santé et de l'éducation, du développement rural et de l'administration publique. Ils vont également échanger sur leur raison d'être, leur fonctionnement dans le pays et partager leurs expériences et bonnes pratiques dans la mise en œuvre des activités de ces financements. M. Komba Djeko, représentant du secrétaire général à la santé, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, a souhaité la bonne réussite aux participants de ces 7 pays africains, notamment la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Cameroun et le Rwanda, ainsi que les experts de la santé venus du Bas-Congo et de Deux-Kivu. Ernest Schofflen, chargé du programme secteur santé et bien-être, explique l'importance de cet atelier. Dans tous les indicateurs de santé, on peut voir que la qualité et la quantité des services ont augmenté. Pour pouvoir mener un programme comme cela, cette politique, il y a un principe très important que c'est la séparation de fonctions. Le principe nous dit que c'est important que lui qui fournisse les services, ce n'est pas la même partie que lui que paye ces services.
En marge des travaux du forum minier tenu dernièrement au Katanga, Lubumbashi, le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamissendu, a sensibilisé les ressortissants de sa juridiction sur le développement. À son arrivée à l'aéroport de la Loano à Lubumbashi, le gouverneur du Bandundu, Jean Kamissendu, parti pour participer à la conférence sur les mines, a été accueilli par les ressortissants du Bandundu vivant à Lubumbashi. Cette communauté des fils et filles du Bandundu de Lubumbashi a été ensuite reçue par le chef de l'exécutif provincial du Bandundu dans la salle de banquet de l'hôtel Grand Caravia pour échanger autour de plusieurs points, notamment la création du Fonds pour le développement du Bandundu, la conférence sur le développement du Bandundu et la relance du secteur agricole à travers les villages agricoles. Jean Kamissendu a lancé un appel pour que chaque fille et fils du Bandundu, où il se trouve, puisse apporter sa contribution pour relancer l'économie de la province du Bandundu. Jean Kamissendu comptait également expliquer à cette diaspora l'action de son gouvernement. Nous avons créé le village agricole. C'est un programme qui associe trois composantes. Première composante, donc, c'est le village. Deuxième composante, les champs. Troisième composante, c'est de l'énergie qu'il faut fournir par les micro-barrages. Nous, ce sont des champs communautaires privatisés, individualisés, avec une responsabilisation individuelle et personnelle des paysans. En dehors des ressortissants du Bandundu, le gouverneur Kamissendu a également eu des entretiens avec les hommes d'affaires sud-africains qui comptent investir au Bandundu dans les domaines de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles. Terminons par cet appel à la paix lancé par le sénateur Ernest Amouli dans sa qualité de membre de la communauté Houndé, appel lancé à l'endroit des populations du Nord Kivu. L'appel à l'unité, à la cohésion et à la concorde pour une paix durable dans les Nord Kivu en dépit des divergences politiques, tels ont été les mots-clés adressés par le sénateur Amouli Kitsa Ernest aux fils et filles de la communauté Houndé vivant à Kinshasa, ce dimanche 3 février 2013. C'était en présence des députés nationaux, des notables ainsi que d'autres membres de la communauté Houndé, réunis au restaurant Les Délices dans la commune de la Gombe à l'occasion de la réception organisée à l'honneur de leur frère, l'honorable Bakungu Mitondele Dieudonné Jacques, qui vient de recouvrer sa liberté après une année de détention à la prison centrale de Makala. Le sénateur Amouli Kitsa Ernest a encouragé l'honorable Bakungu Mitondele Dieudonné Jacques de tenir bon et de ne cesser d'œuvrer pour le bonheur de la communauté et de la nation. Pour sa part, l'honorable Bakungu Mitondele Dieudonné Jacques a, au nom de sa famille, remercié très vivement tous ses frères et sœurs de la communauté qui l'ont accompagné et soutenu pendant ces moments difficiles. Il a à cet effet rendu grâce à Dieu qui l'a protégé et aussi demandé à ses frères et sœurs de toujours garder l'espoir. Pour lier l'utile à l'agréable en étant au début de l'année 2013, il a été l'occasion aux membres des Bouchenge Houndé d'échanger le vœu de bonheur, de longévité et de santé. Un cadeau d'œuvre d'art lui a été remis. Pour les donateurs, ceci signifie la puissance et la force de l'homme qui ne lésine pas. Ce que vous devez retenir, c'est que la communauté Houndé reste unie, malgré les difficultés que vous-même vous connaissez de la communauté à Massissi. Nous pensons que ça va passer. L'essentiel, c'est de rester unis et solidaires. Deux notes noires avant de refermer ce journal. La première note, d'ailleurs, elle est de félicitations, de remerciements plutôt. Les familles Emmanuel Dimbambu, Didier Kabwela Wakabwela et Madame Nicole Dimbambu Kitoko, directeur général intérimaire de la RTNC, adressent leurs sincères remerciements à toute personne physique ou morale qui, de près ou de loin, les a assistés moralement ou matériellement lors des funérailles de leurs filles, épouses et sœurs Fanny Dimbambu Nteko Lomundele, décédée le 22 janvier 2013 à Bruxelles, en Belgique. Que chacun soit béni par le Christ notre Seigneur. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2013, le directeur général AI de la RTNC, Nicole Dimbambu Kitoko Bwanga. La famille Djamba a la profonde douleur d'annoncer à la communauté kassaïenne et particulièrement celle du diocèse de Kolé, à la communauté du territoire de Dekessé ainsi qu'aux amis et connaissances, le décès inopiné de son frère, de leur frère plutôt, époux, oncle, monsieur José Djamba Njenjele,
Vous avez l'image sous les yeux. Ancien directeur provincial de l'ANER au Bas-Congo, Maniema et Équateur. Il est décédé le 27 janvier 2013 à la clinique Ngaliema. La levée du corps est intervenue le mardi 5, donc aujourd'hui, et le corps est exposé à Sanef, dans la commune de Lingwala. L'inhumation interviendra demain mercredi au cimetière de Mbenseke Fouti, Nouvelle Cité. Et puis, en nouvelle, c'est hier, 4 février, que le monde entier a célébré la journée de lutte contre le cancer sous le thème « Le cancer, le saviez-vous ». Aujourd'hui, la télévision nationale vous propose une émission spéciale sur la prise en charge de cette maladie en République démocratique du Congo. Une émission qui sera animée par Brigitte Mopané, et cette émission sera diffusée à partir de 21h, donc juste après ce journal. Ce journal a été préparé pour vous par Brigitte Mopané, supervisé par Guillaume Koukoumamengi Pandji. Grand merci à l'équipe rédactionnelle, Hervé Poudi, Natacha Mombanda, Yvette Makuntima. 23h, prenez rendez-vous avec Guy Blaise Kitiki. Demain 7h, Agathe Makila. Un clin d'œil à Joséphine Liondo qui a réalisé ce journal. Pour vous, restez avec nous, le programme continue.